J'ouvre notre second débat consacré à cette promesse. Restez en place, s'il vous plaît, restez en place quelques secondes. Cette promesse faite par Rachida Dati quand elle a été nommée au ministère de la rue de Valois. Je veux être la ministre de la Culture populaire. Mais au fait, c'est quoi la culture populaire? Comment la promouvoir? Comment sortir d'un parisianisme dominant? Avant d'en débattre, on revient en image sur cet engagement avec Fabien Recker. C'est une ambition affichée dès sa prise de fonction. Propulsée ministre de la Culture, Rachida Dati entend défendre la culture populaire. Il nous faut bâtir une nouvelle culture populaire pour tous. Ce n'est pas un vain mot, ce ne sont pas que des mots. Des quartiers à la ruralité. Des quartiers à la ruralité, de déplacements en prise de parole. Rachida Dati martèle son message, jusque dans une émission de rap diffusée sur le réseau social Twitch. Je m'étais engagée à venir, et je trouve qu'on est bien accueillis. Vous êtes la culture populaire. La ministre veut parler aux jeunes, mais aussi aux ruraux, éloignés de l'offre culturelle des centres urbains, comme à Nottron, la sous-préfecture de la Dordogne, le 22 janvier. Il faut aussi que le ministère de la Culture désenclave. Il faut qu'il s'ouvre. Voilà, la culture, c'est pas Paris, même si je suis élue parisienne. Un volontarisme affiché qui n'est pas pour déplaire à ce sénateur, membre de la commission de la culture du Sénat. C'était peut-être pas elle qu'on attendait sur la question de la culture dans la ruralité, mais c'est plutôt une bonne surprise. Moi qui en tant qu'élu local, ai beaucoup porté des sujets comme ceux-là, je suis content qu'un ministre de la Culture puisse lui aussi les aborder et les mettre sur la place publique. Mais encore faut-il que la ministre ait les moyens de ses ambitions. Bercy vient d'annoncer 200 millions d'euros d'économies pour le budget de la culture, de quoi laisser sceptiques certains élus locaux. On est en attente, en dialogue, ouvert, en attente, et un peu inquiet par rapport à ces questions de budget dans lequel il y a une baisse d'annonce de 200 millions d'euros sur le budget du ministère de la Culture. Si on veut construire une culture plus populaire, et il faut construire une culture qui soit une culture plus populaire, il faut, et là-dessus la ministre a raison, plus de métissage, plus de culture en territoire rural. Mais ce n'est pas simplement de la réorientation de crédit. 2 mois après sa nomination, Rachida Dati est désormais attendue sur des actions concrètes pour apporter la culture à tous les publics. Justement, comment construire une culture populaire? On en débat avec Aurélie Filippetti. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ancienne ministre de la Culture. Vous êtes directrice des affaires culturelles de la ville de Paris. Rachid Ouradam, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur de Chaillot Théâtre National de la Danse. Guillemette Odissino, bonsoir et bienvenue. Journaliste et chef de la rubrique cinéma à Télérama. Avec nous également en duplex, Patrick Chenu, qui est directeur général des MJC de France, des Maisons des Jeunes et de la Culture. Bienvenue à vous. Et Asdine Ahmed Chaouch, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste politique. On va commencer par essayer de définir, c'est quoi une culture populaire? Que vous inspirent ces mots, Aurélie Filippetti? D'abord, la culture populaire, je crois que c'est une manière d'essayer de trouver un programme quand on n'en a pas, parce qu'il n'y a pas un seul ministre de la Culture qui n'ait pas voulu faire une politique culturelle qui s'adresse à tout le monde. Et je dois dire qu'en France, quand on entend cette espèce de mantra qui consiste à dire la démocratisation culturelle est un échec, ça c'est vraiment un cliché. Parce qu'on a la chance d'avoir dans notre pays, depuis au moins 1959, un ministère de la Culture qui a finalement su construire dans tous les territoires un réseau à la fois d'établissements, d'institutions, mais aussi un réseau vivant d'acteurs, de compagnies, etc. Tout à fait exceptionnel et, soyons un peu cocardiers, unique au monde. Et ça a porté ses fruits. Donc évidemment, c'est jamais assez. Évidemment, il faut toujours aller conquérir de nouveaux publics, surtout les jeunes, etc., etc. Mais dire que le ministère de la Culture, c'est un ministère parisien, parisianiste, par ailleurs, surtout quand on est une élue parisienne du 7e arrondissement, je suis désolée, mais c'est vraiment caricatural. Rachid Ouradam, pour promouvoir la culture populaire, ça fait partie des missions d'un directeur de Chaillot? Oui, le théâtre de Chaillot est héritier du théâtre national populaire de Jean Vilar. Après, je crois qu'effectivement, il faut tout de suite dire ce qu'on entend par populaire, parce que le populaire, ça se revisite dans l'histoire. C'est pas toujours très vertueux, le populaire. À un moment où on avait des grandes utopies pour la place de la culture dans la société, où on construisait, où on avait des expositions universelles et où on construisait le théâtre de Chaillot dans ces expositions universelles. À la même époque, on continuait d'organiser
des os humains. Et c'était très populaire que de faire ça. Il y avait ce rapport de domination culturelle. Donc voilà ce qu'on appelle populaire dans les années 30. C'est pas le populaire des années 60 de Jean Vilar, où on essayait de rendre accessible une certaine culture, faire venir. On était plutôt dans une dialectique classe bourgeoise, classe ouvrière. Et puis aujourd'hui, dans les années 2020, on est dans une société du digital. Les références sont très interculturelles. On a connu des vagues d'immigration postcoloniale qu'on fait de notre pays un pays multiculturel qui a d'autres couches de tout ce qui fait culture populaire. Donc, d'abord, populaire, il faut toujours le redéfinir, voir ce qu'on met dedans. Et oui, à Chaillot, ça a toujours été dans l'idée de quand même d'aller vers plus d'interconnaissance, que ce soit Jean Vilar que je citais, ou Antoine Vitesse par la suite, qui lui parlera d'un théâtre élitaire pour tous. On peut se dire, bon, c'est un oxymore si on parle d'élite. Et en même temps, lui, il le mettait vraiment dans un enjeu de démocratisation culturelle, c'est-à-dire d'essayer d'amener peut-être une complexité des propos, des œuvres à tous. Et on verra quels moyens pour y arriver. Guillemette Odissino, en anglais, on parle de pop culture. Eh oui. Et en français, alors on dit culture pop. Est-ce que ça rentre dans cette définition, d'après vous? Mais je suis assez d'accord. Culture populaire, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé par essayer de le définir. C'est ça le problème. Ou alors, il faut retourner à Bourdieu. Hein, on n'a pas 3 heures devant nous. Mais est-ce que la culture populaire, c'est la culture qui s'adresse au plus grand nombre? Est-ce que c'est la culture de masse? Donc, ça veut dire quoi, la culture de masse? Est-ce que c'est la culture pop? Donc, ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, et à juste titre, dire que certains goûts, disons, très très largement partagés, y compris par la jeunesse, comme les super-héros. C'est aussi de la vraie culture aujourd'hui. Donc c'est ça la culture pop. Ou est-ce que c'est faire en sorte que la culture supposée élitiste soit de plus en plus accessible et puis d'abord, au plus grand nombre? Qu'est-ce que ça veut dire aussi la culture supposée élitiste? Non, mais c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. En fait, tout ça, je pense que tout ça, ce sont plus le digital avance, plus la culture, elle est justement partageable par le plus grand nombre. Alors, il ne faudrait pas que ça devienne non plus que des histoires d'écran d'ordinateur, mais plus la culture, elle peut être reçue par le plus grand nombre, et plus cette histoire de populaire, pas populaire, élitiste, pop et tout ça, c'est en train de perdre complètement son sens. C'est en ça que c'est un peu dépassé. Et même le côté ruralité, on a l'impression qu'en France, en province, les gens n'ont pas accès à la culture. Enfin, c'est quoi cette histoire? Ça, pour le coup, c'est une vision très parisianiste, entre guillemets. Oui, c'est drôle, en fait, de donner à croire qu'on va démocratiser la culture, mais avec des termes qui en fait, sont assez élitistes eux-mêmes. Oui, enfin, je suis certain qu'il y a des téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent, qui sont dans des petits villages, qui se disent c'est quand même plus difficile pour moi d'accéder à la culture. Ah, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, ça manque partout de cinéma. Mais après, il y a un travail dans les provinces. Il y a un travail. Je nie pas ce travail. Dans les banlieues, il y a un tissu culturel qui est fou. Mais évidemment, il faut encore plus de moyens, développer encore plus ce tissu culturel, mais il existe en tous les cas. On ne peut pas dire que la France soit complètement exempte de culture dans la ruralité. Allez, je vous propose un exemple. On va essayer de s'appuyer sur des exemples, à apporter la culture dans des lieux où elle n'est pas forcément habituelle, où elle peut surprendre. C'est aussi ça, je pense, la culture populaire. L'idée, par exemple, de ces 2 pianistes. Regardez ces images, et puis on va écouter aussi, on va les écouter jouer un peu. Ils jouent dans un tramway en ouverture de la 29e édition de La Folle Journée à Nantes. Et alors, c'est drôle parce que ils sont obligés de s'adapter parce que de ne pas tomber avec les mouvements du tram. On écoute l'un de ces pianistes équilibristes. Il faut apporter la musique là où on ne l'attend pas, parce que tout le monde n'a pas la chance, comme nous l'avons eu quand nous étions enfants, d'avoir accès à la musique, de découvrir cet univers et finalement de l'investir au point d'en faire un jour notre métier. Mais pour nous maintenant, ça semble tellement évident, la musique fait partie de notre vie, c'est une deuxième nature, mais beaucoup de gens n'y ont pas accès. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être qu'il y a une personne, un enfant, un jeune, une retraitée, je ne sais pas, qui va peut-être avoir un choc. Il y a peut-être eu une naissance de vocation ce jour-là, oui, Aurélie Filippetti. Par exemple, la Folle Journée de Nantes, ça existe depuis assez longtemps, je pense une vingtaine d'années.
vais pas dire de bêtises. Et la notion de l'art dans l'espace public, ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour la démocratisation de l'accès à l'art Paris, et à la culture. c'est pas possible, hein, le bus serait bondé. Je le dis, non mais vous êtes là, franchement. À Paris, il y a beaucoup d'autres manières, finalement, de mettre la culture dans l'espace public. On a des œuvres et on fait aussi des concerts dans l'espace public. Il va y avoir, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, en parallèle de toutes les compétitions sportives, il y aura une programmation culturelle de grande qualité et dans chacun des arrondissements avec des scènes de proximité, tout sera gratuit et des spectacles qui seront à la fois de qualité du point de vue artistique et puis ouverts à tous. Je pense que ce qui est très important, c'est de ne jamais sacrifier la qualité artistique, la liberté des artistes, la liberté de création et la capacité d'innovation. Parce que, effectivement, sinon, quand on dit culture populaire, on a l'impression que parfois certains entendent ça comme en fait, il faut se mettre au niveau des gens qui n'ont pas eu d'éducation artistique, moins d'ambition artistique. Et je crois que c'est tout à fait le contraire. On n'a pas encore entendu Patrick Chenu, donc je me tourne vers vous une première fois. Est-ce que ces MJC, ces maisons des jeunes de la culture, elles ne sont pas par définition les maisons de la culture pour tous, donc cette culture populaire dont on parle les uns et les autres, là, en essayant de définir? Je pense que peut-être en complément de ce qui a été dit précédemment, ça dépend l'angle qu'on prend pour considérer cette question de la culture populaire. C'est notamment comment est-ce qu'on considère des personnes porteuses de culture. C'est-à-dire que peut-être la différence d'approche qu'on peut avoir, c'est de se dire que la question finalement, c'est qu'est-ce qui va être reconnu comme relevant du domaine de la culture et comment est-ce qu'on va créditer des cultures dont les personnes peuvent être porteuses, qui peuvent être qualifiées de populaires. On l'a vu avec le phénomène des cultures urbaines, du hip-hop, l'émergence dans les années 80, qui étaient des cultures de la marge, des cultures de la banlieue, qui se revendiquaient même dans une forme d'opposition, et qui progressivement sont devenues des cultures accréditées, qui ont nourri, qui ont transformé ne serait-ce que la pratique de la danse contemporaine. Donc je crois que peut-être que l'approche dans laquelle on peut se reconnaître dans les propos de la ministre, c'est celle-là, de se dire finalement comment est-ce qu'on va considérer, c'est ce que disent les droits culturels, que chaque individu est porteuse et porteur de culture et que c'est à partir de cette culture qu'on peut finalement travailler vers ce qu'évoquaient vos invités sur le plateau, qui va être la rencontre des œuvres et des artistes. Et là, c'est peut-être effectivement un autre chemin. Mais moi, je dirais qu'il faut déjà qu'on s'intéresse peut-être à la personne en elle-même. C'est comme ça que fonctionnent les MJC. C'est-à-dire chacun peut arriver avec sa culture, son expérience culturelle, son idée. C'est l'idée, on est des lieux, on dit d'accueil inconditionnel, donc ouvertes à tous et à tous. Et on va avoir, si on prend les époques récentes, des gens qui vont arriver avec des demandes qu'on qualifierait d'extrêmement populaires, mainstream, quand vous avez des jeunes qui arrivent avec un projet, on s'intéresse au K-pop, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment vous recevez finalement cette interpellation? Est-ce que vous dites, c'est bon pour la télé mainstream, c'est pas pour nous, c'est pas considéré comme un projet culturel, ou est-ce que vous travaillez avec eux à partir effectivement de ce qui les intéresse, des esthétiques auxquelles ils vont être sensibles, et que là vous allez travailler à les faire rencontrer des danseurs, vous allez leur faire rencontrer d'autres esthétiques, ils seront venus pour quelque chose, ils repartiront peut-être pour autre chose de la structure. Je pense que c'est peut-être ça la différence d'approche qui peut nous intéresser, en tout cas dans cette notion de culture populaire. Et bien évidemment, il faut l'interroger, je partage les interrogations qui ont été faites sur le plateau. Alors, est-ce que la culture populaire, c'est forcément ce qui marche, ce qui rencontre le succès, ce qui rencontre le public? Alors, on s'est amusé à sélectionner des exemples, mais alors c'est totalement subjectif, ça va faire hurler certainement une partie. Je ne sais pas pourquoi on s'est lancé dans cette idée, parce que c'est impossible. Donc vous allez voir, parce que c'est vraiment totalement subjectif. Par exemple, on a choisi des films, donc mais c'est totalement subjectif. Mais on s'est amusé. Donc on a choisi E.T., pourquoi pas. On a choisi, moi j'adore, on a choisi Le Père Noël est une ordure. Je pense que ça a été mon film de chevet pendant mon adolescence. Qu'est-ce que ça a donné comme adulte? Je ne sais pas ce qu'il faut en dire. On peut choisir La Boum aussi, par exemple. Qu'est-ce que ça a donné comme adulte? Oui, aussi. Ou alors, par exemple, Intouchable, l'un des plus grands succès du cinéma français, évidemment, juste après Bienvenue chez les Ch'tis. Ensuite, on va voir quand même encore d'autres images, par exemple les séries Friends. Je fais un clin d'œil à ma fille qui vient de se voir pour la peut-être 4e ou 5e fois la saison complète. Bref, Chapeau melon et bottes de cuir, ça c'est ma génération, évidemment. 10%, c'est beaucoup plus récent, c'est du France Télévisions. Ou encore Dallas qui dans ma génération ne se souvient pas de Dallas, série américaine. Les livres.
Allez, on y est allé. Guillaume Musso, évidemment, Agatha Christie, Astérix, Harry Potter. On en a oublié des millions, mais c'est pas grave. Et chez les chanteurs, et puis on va voir des images, il y a Johnny Hallyday forcément, Aya Nakamura qui est en pleine polémique, mais j'avais pas envie d'en parler ce soir, pour pas faire de la pub à ceux qui l'ont mise en avant, Dalida ou encore Vianney. C'est quoi le critère? Vous voyez bien, c'est totalement subjectif. Guillemette auditive. C'est le nombre d'entrées? Ah non. Ah, je savais bien que ça allait vous faire réagir. Non, enfin, ce que vous montrez là, au bout du banc, ça finit par être le nombre d'entrées, ou le nombre de lecteurs, ou le nombre d'eux. Mais au départ, ce que vous avez montré, pour la plupart, sont des projets en fait très personnels, si vous regardez bien. Pas tous, mais on prend Le Père Noël est une ordure. Quand Le Père Noël est une ordure sort, alors que d'abord du théâtre. Le Splendide a déjà eu des succès un peu auparavant, mais ils s'attendent à faire beaucoup plus d'entrées que ça. Ils sont un peu déçus. À ce moment-là, pour le film. Ouais. Ils sont un peu déçus. Ils s'attendent à faire un carton. Ouais. Et en fait, non, ça va faire un mini carton et après, ça va devenir, allez, le mot culte. Bon. Donc, mais ça prend du temps pour que tout d'un coup, tout le monde se retrouve autour de ce genre d'humour noir et tout. Harry Potter, pardon, c'est l'histoire d'une dame au début qui est au chômage. Oui, et dont le manuscrit est refusé par qui est écrit dans un salon de thé, dont le manuscrit est refusé partout. Mère solitaire. Mère célibataire et tout, et tout d'un coup, le miracle. Mais même Intouchable, évidemment que Toledano n'a cache. Maintenant, on dit ils ont la recette. Tout ce qui touche, ça devient de l'or. Mais à l'époque, personne pense que Omar Sy dansant sur du disco, ça va révolutionner la France. Enfin. Et ramener 20 millions de donc personnes en fait, Vianney, vous comparez Johnny et Vianney, c'est quoi là? Il n'y a rien à comparer entre les deux. Oui. Mais à un moment, il y a quelque chose qui va toucher, dans sa singularité même, qui va toucher le plus grand nombre. En fait, il faut partir du tout petit. Souvent, c'est un joli nombril qui touche le monde entier. Ouais. C'est comme ça. Ouais, ce sont des miracles. Très jolie définition. Je lis quand même dans notre débat la question de culture populaire à la question du succès et finalement aussi du nombre d'entrées ou de livres vendus, parce qu'on a parfois le sentiment que... par exemple, je pense au César. La cérémonie des Césars, il y a rarement les films qui font le plus d'entrées qui sont récompensés, Aurélie Filippetti. Est-ce que c'est un peu une forme de mépris ou de dédain pour ceux qui marchent? D'abord, pour les Césars, il y a un jury qui est très large, qui est composé de gens qui sont des professionnels de la profession, comme on dit. Alors là, pour le coup, c'est une organisation, une association qui est totalement indépendante. Ils organisent leur sélection et leurs élections ensuite comme ils l'entendent. Il y a toujours la question, par exemple, de savoir pourquoi les comédies ne sont pas récompensées. Souvent, en tout cas, les films plus tragiques sont davantage récompensés. Bon, vous n'y voyez pas une forme de dédain, justement, des professionnels qui votent pour ça marche, donc finalement, ils n'ont pas besoin de nous, quoi. Non, moi, je crois que les gens cherchent aussi ce qui provoque en eux, justement, une émotion. Et moi, je considère qu'il faut avoir aucun dédain, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir de dédain pour les livres qui sont des best-sellers, mais il ne faut pas non plus dans l'autre sens. Oui. Toujours, finalement, avoir une espèce de mépris inversé pour les gens qui essayent des choses, qui prennent des risques, enfin en tout cas qui cherchent des esthétiques, qui cherchent à défricher des territoires encore inconnus, qui se plongent là-dedans avec la passion et aussi avec une certaine exigence artistique. Et je crois que ce qui est très important, c'est de considérer que finalement, la richesse de la culture, c'est la diversité. Et que c'est la diversité de l'offre qu'une politique culturelle doit offrir au plus grand nombre. Ça veut dire à la fois des choses très grand public et des choses beaucoup plus exigeantes. Parce que si on ne fait que du grand public, et si on considère que tout ce qui est exigeant, compliqué, etc., eh bien finalement, ça c'est trop élitiste, on arrive, mais ça c'est les régimes totalitaires qui font ça. Bien sûr. C'est d'ailleurs l'extrême droite, le fascisme, oui. le populisme, à quoi ils s'attaquent en premier? À la culture. Un mot rapide. Vous auriez pu aussi mettre Amélie Nothomb dans vos best-sellers, par exemple. Oui. Et on pourrait dire qu'elle, c'est quand même exigeant son écriture. Il y a aussi des best-sellers, les prix Goncourt se vendent comme des petits pains. Et plus ou moins. Mais il y en a certains, si, très bien. Donc, ça dépend. Bon, je vais le citer parce qu'autrement, je ne peux pas m'en... Anatomie d'une chute n'est pas qu'un carton en termes critiques, avec des prix, des Oscars, la Palme d'Or, etc.
en France, ça a quasiment fait 2 millions d'entrées. Il y a des comédies réalisées par des faiseurs qui rêveraient de faire 2 millions d'entrées. Je voudrais qu'on parle des a priori, peut-être que, et que parfois on se met nous-mêmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Rachid Ouradam, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui se disent voilà, mais Chaillot, la danse, c'est pas pour moi, c'est trop élitiste. Et comment vous combattez ça? Toujours, mais en même temps, tout à l'heure, on a eu des exemples de danse, de K-pop, de voguing. Non, je pense que c'est marrant de voir comment il y a ce qu'on appelle la culture et combien des choses qui se définissent au début comme étant des contre-cultures deviennent les standards de la culture dans le temps. Et vous l'avez dit, quand vous avez parlé de quelque chose qui devient populaire dans le temps, qui n'est pas au début. Non, aujourd'hui, il y a évidemment, on a tout le temps des préjugés, on est tous pétris de préjugés. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment on crée des chemins vers les œuvres, comment on fait rassemblement, comment on crée un goût pour la complexité, pour la curiosité. Donc ça veut dire aller vers des publics qui spontanément n'iraient pas à Chaillot, évidemment, trouver le moyen de les toucher. Mais c'est pour ça, parce que tout à l'heure, quand vous citiez, attention à ne pas confondre effectivement succès et populaire, c'est là qu'on peut se perdre. En tout cas, oui, la notion de diversité, elle est primordiale. Je crois que ce qu'on peut attendre d'un lieu d'art et de culture, c'est de créer la rencontre de l'inattendu, ce goût pour la découverte, et qui fera qu'à un moment donné, parce qu'on est suffisamment baigné de références, parce qu'on est suffisamment baigné de connaissances, on se met à adhérer librement à une culture, à un courant artistique, plus qu'un autre. Donc, mais je pense à ça, pardon de vous interrompre, parce que je connais une jeune actrice qui a réalisé un court-métrage sur le harcèlement de rue, et qui est allée le présenter à des collégiens et à des lycéens dans un département très peu peuplé. Et la première réaction des jeunes qui lui ont parlé, c'est de dire « Oh là là, mais le cinéma, c'est pas pour nous, on pourra jamais faire ce métier. » Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, elle a dû passer son temps à leur dire « Mais si !» Osez, allez-y, c'est pour vous aussi. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, en fin de semaine, on a une artiste qui s'appelle Lasendra Ninja, qui est trans, qui est une personne qui est référente dans ce qu'on appelle une maison de voguing, la House of Ninja, la maison du ninja. Et elle vient de cette communauté. Donc, c'est des pratiques qui sont plutôt populaires. On organise ce qu'on appelle un ball en voguing. C'est une safe zone. C'est d'abord une pratique partagée où les corps viennent librement s'exprimer, et c'est plutôt rattaché aux communautés queer. C'est juste de la pratique partagée. Au début, c'est même une pratique plutôt communautaire. Mais de ça, de cette pratique partagée et populaire dans cette communauté, une personne décide de faire œuvre. Donc, alors qu'on ne s'y attend pas au début, on ne sait pas que cette personne va finalement faire des spectacles, va piocher dans ses références. Donc je crois qu'il faut tout le temps se donner les moyens de considérer, tout à l'heure j'entendais, la culture d'une personne. La culture, elle est partout. Après, il y a des cultures dominantes, il y a des accès à la culture, mais la culture, elle est partout, et c'est laquelle on veut valoriser à un moment donné, laquelle on veut accompagner. Alors, je vais vous redonner la parole, évidemment. Il nous reste 20 minutes dans ce débat, mais j'ai employé un gros mot. Je vais parler d'argent et on va parler de budget tout de suite avec vous, Asdine, pour Rachida Dati. Ça s'annonce peut-être un peu plus compliqué que prévu. Oui, comme souvent, il y a les bonnes intentions, et puis il y a la réalité budgétaire, l'éternelle question des arbitrages, et peut-être en train de refroidir les espoirs de l'ancienne garde des Sceaux. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, Thomas, Bruno Le Maire et ses fameux 10 milliards à trouver. Il va peut-être commencer par des ministères qu'il estime, entre guillemets, sinon je vais me faire lyncher, secondaires. Et dans la presse, on évoque donc une perte de 200 millions d'euros pour le ministère de la Culture, ce qui est considérable. Qu'en pense Rachida Dati? Eh bien, on a retrouvé un débat qui a eu lieu le 27 février devant les étudiants de Dauphine. Rachida Dati, elle est interrogée par une étudiante. C'est une étudiante qui met les pieds dans le plat. Bruno Le Maire a annoncé un retrait de 10 milliards de crédits, dont 200 millions à la culture. Quels sont les secteurs de la culture qui vont être touchés ? Justement, c'est des arbitrages qui ont eu lieu la semaine dernière. On ne sont pas totalement stabilisés à ce jour. Moi, j'ai pu récupérer une petite somme. C'est aussi de la négociation. Et là, c'est pas totalement stabilisé. Je suis en train de regarder effectivement en fonction des directions, des missions et des objectifs qu'on peut assigner à ce ministère et à son administration.
Elle joue un peu la montre. On attend de voir ce qu'elle pourra sauver. Mais bon, la tendance est à la coupe budgétaire assez nette. C'est une déception pour le milieu de la culture, car on avait loué les capacités de Rachida Dati à sauver son budget, à aller chercher les crédits. En pleine crise, Bruno Le Maire n'a donc pas fait d'exception culturelle pour Rachida Dati. Alors, est-ce qu'on sait déjà quels secteurs vont être affectés? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le cabinet et le service communication de la ministre. On ne m'a pas donné de précision, mais quelques pistes ont fuité. Seraient concernés, je mets du conditionnel, le patrimoine, moins 100 millions d'euros. On parle aussi de la création, les établissements publics nationaux comme le Louvre ou la Villette, qu'on peut associer à de la culture populaire, pourraient souffrir de ces sacrifices. Les initiatives promises également en faveur de l'accès à la culture dans les zones rurales sont aussi en danger. La ministre de la Culture va devoir redéfinir avec clarté ses priorités avec ce budget amoindri, refixer la place de la culture populaire, et forcément, ça va grincer des dents. Comment cette décision a-t-elle été prise? Est-ce qu'elle a été concertée? C'est l'Élysée, Matignon et Bercy qui ont fait ça en trio. Alors, est-ce une trahison d'Emmanuel Macron qui avait érigé fièrement Rachida Dati en prise de guerre contre les LR? En réalité, chacun semble y trouver son compte. Emmanuel Macron montre qu'il priorise en temps de crise. Rachida Dati garde, elle, de son côté, son objectif premier en tête, la mairie de Paris. Et on l'a vu au meeting de Renaissance, dans sa nouvelle famille politique. Elle est un peu comme un poisson dans l'eau, Rachida Dati. Et d'après les derniers sondages, elle est la ministre la plus populaire. Voilà, on réemploie ce mot. Les arbitrages budgétaires, je me tourne vers votre expérience parce qu'ils ne sont pas forcément faciles à gagner. Quand vous étiez ministre de la Culture, vous aviez commandé un rapport sur le poids économique de la culture. On était en 2013. Est-ce que c'était une façon, finalement, de peser sur ces arbitrages? Absolument. Oui. C'était une manière de répondre à ceux, en particulier à Bercy, ceux qui considèrent que le ministère de la Culture est un ministère dépensier, et uniquement dépensier. Or, en fait, la culture en France, c'est notre plus grande richesse. C'est notre richesse, évidemment, d'un point de vue d'abord humain et d'abord de la sensibilité et de la richesse que ça nous apporte du point de vue, justement, de l'émotion, de la liberté, de l'émancipation. Mais en fait, c'est aussi, pour tous les territoires, absolument extraordinaire en ce que cela crée comme activité économique, comme emploi aussi. Il y avait 800 000 emplois en 2013 qui avaient été identifiés par ce rapport. Et puis, dans le rayonnement international de la France, ça joue aussi énormément. Donc vraiment, l'aspect économique de la culture, il n'est pas à négliger. Parce que de l'autre côté, pour faire une politique culturelle, on a besoin d'argent. Et là, je pense que tout ce qui a pu être raconté sur la nouvelle ministre vient s'échouer sur le roc de la réalité, parce que 200 millions d'euros, ça va dire des coupes franches, nettes. C'est énorme. Disons, on va voir comment elle fait, mais de toute façon, oui, 100 millions, par exemple, 100 millions sur le patrimoine, ça serait 10% du budget du patrimoine. Idem pour la création. En fait, c'est une baisse de l'augmentation prévue, en fait. Non. Parce que ça avait été annoncé. Il y avait une hausse qui avait été augmentée. Non, mais je donne factuellement. Ça va plus loin. Pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais ça va plus loin que la suppression de la hausse qui avait été annoncée par Rima Abdul-Malak. C'est-à-dire qu'en tout, on va arriver sans doute à peu près à une baisse sèche de 5-6% du budget de la culture. Donc c'est énorme. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, tout ce qu'ensuite elle peut raconter, mais ça sera du vent dans les branches. Rachid ou Ramdam, pardon d'avoir écorché votre nom depuis le début de cette émission. Quand vous entendez ça, votre budget, comment ça marche? Il est garanti pour, j'imagine, l'année en cours? Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé l'année suivante? Comment ça se passe? Oh oui, il faut savoir marcher sur cette ligne de crête. Nous, on a été informés de la coupe qu'on allait avoir, de la réduction. Et, donc, on ne peut évidemment pas l'absorber sur l'année en cours. Vous le savez, on travaille sur des saisons, on s'engage, sinon les artistes ne peuvent pas se projeter. Donc, on apprend qu'on aura moins d'argent prévu sur 2024, mais ce sera le contre-coup. C'est quoi? C'est entre 5 et 10% de moins? C'est 500 000 euros sur un budget de 20 millions. Voilà. Et c'était donc c'est beaucoup de projets que vous avez, auxquels oui, vous allez devoir renoncer. Oui, parce que si vous voulez, il y a des choses qui sont dans un établissement comme celui-là, il y a des choses qui sont incompressibles, et après il y a ce qu'on appelle tout ce qui est des volumes artistiques. Et c'est vrai que c'est l'endroit où on essaye de ne jamais toucher, parce que c'est en effet domino. Vous imaginez bien la créativité française dont vous parliez tout à l'heure. On a une responsabilité vis-à-vis de ces artistes.
artistes qui ont traversé la crise sanitaire, il y a déjà eu beaucoup de dégâts et on essaye tout le temps de préserver la marge artistique pour pouvoir les accompagner. Donc on est encore dans le fait de recevoir la nouvelle et on n'a pas encore rebondi sur comment rebondir et phaser, mais c'est de toute façon, on est obligé de reporter, on n'est pas en capacité de réagir. Donc là, on creuse et on voit après comment on arrive à réagir. Patrick Chenu, quelles conséquences ça aura pour les maisons des jeunes et de la culture, cette réduction budgétaire? Est-ce que vous le savez déjà? Non, c'est très compliqué à dire aujourd'hui. Ce qu'on peut par contre partager, c'est qu'on est dans un moment où les MJC sont des associations locales, qui ont été très fortement touchées par l'inflation, qui ont vu aussi légitimement leur masse salariale augmenter. On a des revalorisations des salaires, fort heureusement. Ces 2 dernières années, c'est à peu près de l'ordre de 10% malgré tout, sur des augmentations mécaniques qui s'imposent, et avec des associations dont les principaux financeurs, c'est le bloc communal, on va dire. Voilà, l'État peut intervenir en second ou en troisième dans les subventions publiques, sachant qu'on a des réseaux qui sont autofinancés selon les territoires, on va dire entre 40 et 60%, quoi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça risque de faire peser un peu plus la charge sur les cotisations que vont payer les membres pour les pratiques, à un moment qu'ils vont pouvoir faire au sein des MJC. Et je pense si on peut partager un certain nombre d'ambitions de la ministre, pardon de vous interrompre, ça va exclure une partie des publics de l'accès. Le problème, c'est que ça va retomber sur les familles à un moment ou à un autre si on doit rééquilibrer, parce que dans le meilleur des cas, les collectivités, elles aussi, maintiennent les subventions à niveau, sans parler des conséquences de la crise énergétique, de leurs difficultés financières propres. Donc là, on se retrouve à peu près entre le marteau et l'enclume. Donc s'il y a des éléments d'ambition partagés avec ce que peut porter la ministre, il va quand même falloir à un moment mettre des moyens en face, parce que ça va être très compliqué pour les réseaux d'éducation populaire. Alors, dans ce débat, il faut forcément parler du Pass Culture qui a été créé, expérimenté en 2019, et on va tirer le bilan grâce à Quentin Calmet, qui me rejoint de nouveau sur ce plateau. Donc, expérimentation 2019, élargie en 2021. Quel bilan, Quentin? Oui, pour rappel, le Pass Culture mis en place par le gouvernement est une application mobile qui relaie des offres culture ou artistiques. Elle permet à des jeunes de 15 à 18 ans de disposer d'un crédit à utiliser. C'est 20 € quand on a 15 ans, 30 € à 16 ans, 30 € à nouveau à 17 ans et 300 € à 18 ans utilisables dans les 24 mois. Cela fait donc un total de 380 € sur 4 ans pour la culture. Est-ce que beaucoup de jeunes ont utilisé ce pass? Oui, c'est ce qu'on lit dans un rapport sénatorial de juillet 2023. 3 millions de jeunes ont créé un compte sur l'appli mobile depuis sa généralisation. On est à 76% de taux de couverture pour les jeunes de 18 ans, autour de 50% pour les jeunes de 15 à 17 ans. Vous voyez, l'objectif, c'est d'augmenter de 5 points pour les 5 à 17 ans d'ici 2025. Et comment est-il utilisé, ce Pass Culture? C'est là que ça devient intéressant. Voilà. Vous voyez l'exemple de 2 lycéennes rencontrées par Audrey Vétaz, notre reporter. C'était en juin dernier. C'est un extrait de notre émission Avoir 20 ans sur Public Sénat présentée par Tam Tranu. Écoutez comment elles ont utilisé leur pass. J'ai pas forcément tout mon argent à dépenser pour les festivals. Donc du coup, j'étais hyper contente de pouvoir avoir le Pass Culture pour pouvoir payer, pour pouvoir y aller en fait, parce que j'adore ça. J'ai choisi un truc que je voulais depuis très longtemps, que je pouvais pas m'acheter parce que c'est un peu cher. Dans le lot, il y a un micro, il y a une tablette de mixage, et il y avait l'anti-pop, donc qui servait à pas faire de bruit derrière le micro. Du coup, tout ça, je l'ai eu pour 300 €, donc j'ai mis tout l'argent dedans. C'est un choix que j'ai eu du mal à faire, mais je me suis dit que ça valait le coup. Voilà, donc un festival, un Solidays et un micro, les 300 € dans le micro. Ouais. Si on prend l'exemple des 4 premiers mois de 2023, le Pass Culture a été utilisé à 17% pour des concerts chez les jeunes de 18 ans, 24% pour le cinéma et surtout pour les livres à 38%. C'est la première utilisation du Pass Culture. Beaucoup de jeunes qui ont utilisé le Pass Culture, j'avais lu ça il y a quelques semaines, pour acheter massivement des mangas. Est-ce que c'est vrai ça ? Mais c'est vrai que c'est ce qui s'est passé au début, effectivement, mais pas seulement avec les mangas. Écoutez ce deuxième témoignage d'un libraire indépendant à Montreuil, c'est toujours au micro d'Audrey Vétaz. Alors on va vendre par exemple des livres à caractère scolaire ou universitaire, des grands classiques. On vend de la philo avec le Pass Culture, on vend Nietzsche, le Gai Savoir, on vend Hobbes.
Voilà, reste à voir comment développer maintenant l'utilisation du pass au-delà des livres, du cinéma et des concerts. Mais pour inciter les jeunes à aller dans les musées, suivre des conférences ou aller voir des spectacles, tout ce qui est permis par l'appli, encore faut-il que ces offres culturelles, elles soient développées partout sur le territoire. Et c'est ce que dit aussi le rapport sénatorial de juillet 2023. Il y a des zones blanches en France pour les jeunes. Merci beaucoup. Merci Quentin Calmet pour toutes ces informations. Bonne idée, Aurélie Filippetti, vous auriez aimé la voir ? Je suis pas sûre, moi, parce que de toute façon, cet argent... Enfin, évidemment, quand on donne de l'argent à des jeunes en leur disant vous devez le cibler sur... voilà, bon. Mais on aurait pu utiliser la même somme pour faire un peu par exemple, investir davantage sur l'éducation artistique dans les écoles, les pratiques dans les écoles, etc. Voilà, moi, je reste sur cette idée-là. Bon, après... Mais le graphique, il est intéressant quand même de voir. Donc, on s'est regardé, on était un peu étonnés, on se dit le livre en numéro 1, moi je m'attendais à voir peut-être des jeux vidéo, je sais pas, mais franchement... Oui, mais c'est l'idée, évidemment, que le cliché selon lequel les jeunes... On lit moins, on lit tous moins, mais le cliché selon lequel les jeunes ne liraient pas, c'est pas vrai. Et évidemment, ils lisent. Donc si on leur donne une petite enveloppe pour acheter de la culture, ils vont acheter des livres et c'est très bien. Et moi, j'ai pas non plus de mépris pour la bande dessinée ou pas la manga. Donc voilà, et les mangas, c'est très bien. Simplement, je dis qu'avec la même diversité quand même des produits culturels auxquels ils ont accès. Mais par exemple, avec la même somme, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? C'est ça. C'est toujours des choix d'opportunité. Votre avis? Moi, je trouve ça quand même assez, assez beau que des jeunes puissent choisir eux-mêmes avec un portefeuille, qu'il y ait cette espèce de liberté de choix sur l'objet culturel. Après, ce que je vois, c'est qu'en fait, les 3 premières consommations culturelles sont des consommations assez évidentes. Il n'y a pas besoin de pub pour aller acheter des livres. Enfin, Nietzsche n'a plus besoin de publicité, enfin, j'espère. Le cinéma, c'est pareil et tout. Ce que je trouve un peu dommage, effectivement, c'est l'accès à une culture peut-être un petit peu plus... pas compliquée, mais pas compliquée dans l'accès intellectuel, mais dans l'accès géographique et tout. Et que le pass culture, je trouve ce qui manque, c'est de la com'. C'est-à-dire dire, il y a tel spectacle qui est important, il y a tel... Ce n'est pas assez relayé, il devrait y avoir en même temps vraiment pratiquement un guide culturel qui aille avec pour montrer aux jeunes ce qu'ils peuvent faire avec ces 300 €. Et après, je suis tout à fait d'accord que plus on met de budget aussi, c'est pas que le ministère de la Culture qu'il faut interroger, enfin, c'est pas que la 5e ministre de la Culture qu'il faut interroger, enfin 5 ça fait quand même beaucoup là, d'ailleurs... Enfin bon, ça c'est autre chose. Le message est passé. Voilà. Mais c'est le ministère de l'Éducation, effectivement. Oui, évidemment. Vraiment, les deux le premier accès, le premier pass culture au sens large, c'est l'école. C'est ça qui aussi ouvre les chakras et qui donne envie de déguster une culture auquel on n'aurait pas forcément pensé. Rachidou Ramdam. Je crois que votre journaliste n'en a pas parlé parce qu'il y a eu l'épisode 2 du Pass Culture. C'est-à-dire que justement, et c'est ce qui est intéressant parce que quand même... Le pouvoir d'achat, évidemment, c'est une entrée pour avoir accès à la culture, mais il faut aussi se poser la question des personnes qui ne sont pas dans cette disposition d'aller vers une offre culturelle. Et nous, on le voit souvent parce que quand on fait des politiques tarifaires préférentielles, c'est parfois on en fait bénéficier aux personnes qui viennent déjà chez nous, en fait. Donc après, nous, on doit se poser la question de... Mais ceux qui... Donc le prix, c'est pas le seul levier. Non, mais pas que ça. On le sait bien, dans le monde de la culture, on voit bien combien quelqu'un est prêt à... Vous aviez une étudiante là qui est prête à mettre énormément sur une chose. Donc parfois, on peut économiser pendant très longtemps pour aller voir une seule chose. On a plutôt envie de fragmenter sa pratique culturelle. Donc, mais on est déjà, en fait, dans un mouvement de consommation culturelle. Est-ce que ce pass culture vous a amener du public? Alors c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a eu un épisode 2. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que peut-être il fallait accompagner ces jeunes. Et on l'a rebasculé et aujourd'hui, les professeurs peuvent bénéficier, c'est un pass collectif, et amener à des œuvres. Donc les profs deviennent prescripteurs d'une certaine façon, je crois. Conseil, accompagne, c'est ça. C'est un crédit par classe, en fait. Et je crois, alors là, j'ai pas les chiffres, mais il me semble que d'ailleurs, ça a été beaucoup plus consommé par ces pratiques accompagnées de professeurs que par une pratique spontanée des jeunes. Parce que, Patrick Chenu, je reviens vers vous, le risque, c'est que finalement, il est d'abord permis aux gens... Enfin, les jeunes ont fait des choix qui ne les sortaient pas de leur univers culturel habituel. Est-ce que c'est un peu le premier bilan qu'on a fait de ce pass culture ? Oui, je crois que, enfin, comme les autres invités, je pense que le pass culture, à partir du moment où on donne des moyens à des jeunes pour accéder à des biens culturels, à des pratiques, à une offre,
On peut bien évidemment que le saluer. Après, la question que ça pose, c'est vers quel type de pratique, vers quel type de bien on va, entre guillemets, naturellement aller. Et là, si on n'a pas un travail de médiation qui est fait, si on n'a pas un travail d'accompagnement, de découverte finalement d'autres formes de pratiques, on va finalement reproduire des éléments de pratique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas créer la rencontre avec d'autres esthétiques, d'autres artistes, etc. Dans le réseau des MJC, le Pass Culture est très utilisé par les associations pour permettre l'accès aux pratiques, aux ateliers, aux spectacles, etc. Mais la partie collective qu'évoquait Rachid Ouamdam est chez nous particulièrement bien accueillie, et notamment sur, je prends un exemple, on a un réseau dans lequel c'est extrêmement utilisé pour permettre l'accès à des expositions, des pratiques de culture scientifique et technique, par exemple. Voilà, les classes se sont largement emparées de ça, et ça permet de faire bénéficier ces classes. Donc je dirais que nous, le Pass Culture, oui, mais quid à un moment du nécessaire travail de médiation et d'accompagnement. Voilà. Aurélie Filippitti, ça veut dire que... je reviens sur le prix, parce que le prix d'une place de cinéma, enfin bon, c'est quand même un frein. Est-ce que, je vais poser la question, est-ce un frein quand même à l'accès à la culture? C'est un frein, mais ce n'est pas le seul frein. Et surtout, parfois, par exemple, il y a des politiques de gratuité. Pour les jeunes de moins de 25 ans, tous les musées nationaux sont gratuits en France. Tous. Tous les musées nationaux. Les musées de la ville de Paris sont gratuits pour tout le monde dans les collections permanentes, ça je tiens à le dire quand même. Donc, on a une expérience là-dessus. On sait, c'est formidable, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pas parce que c'est gratuit pour les jeunes qui vont aller, dans pas seulement pour les jeunes, mais même mais... pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée, c'est pas parce que c'est gratuit qu'ils vont y aller. Et donc, il faut développer des politiques de... pas seulement de médiation, mais vraiment ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Et c'est vrai que, pour moi, c'est vraiment l'école, parce qu'avec l'école, on touche tout le monde, on touche tous les enfants, toutes les classes sociales, tous les quartiers, etc. Et ça c'est indispensable. Mais c'est valable aussi pour, par exemple, des associations qui s'occupent de personnes en difficulté. Nous, à Paris, par exemple, on a un partenariat, une convention avec la CAF, avec la Caisse d'allocation familiale. Et c'est donc la CAF qui amène vers les établissements culturels de la ville les publics qui touchent, par exemple, des familles monoparentales. Allez, il nous reste 20 secondes. Guillemette, un dernier mot. On parle beaucoup d'amener le public, en général, les jeunes, vers la culture. Je pense qu'il faut aussi que la culture aille vers eux. Et d'une manière concrète, c'est-à-dire d'une manière physique. Vous parliez tout à l'heure de cette jeune réalisatrice qui est allée dans une école pour montrer son court-métrage. Et elle s'appelle Hélène Ducourant. Oui, mais le seul fait de sa présence a peut-être réveillé, effectivement, 2 ou 3 envies chez ces jeunes de faire du cinéma, ou au moins d'en voir. Ce serait magique. Il faut que les acteurs de la culture aussi aillent à l'école, fassent des choses dans les écoles, qu'ils aillent à la rencontre. Les festivals, pour ça, dans la France entière, c'est très important. Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci à tous, c'était passionnant. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat et je vous donne rendez-vous demain 18h, 22h. Notez enfin que l'invité de la matinale sera Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonne soirée.